Bonjour, je me présente, Jean Langevin, directeur développement des affaires chez le Centre financier Desjardins Beauce-Appalaches et de Chemin. Nous sommes le fier partenaire de l'événement aujourd'hui organisé par l'Association des producteurs de boisés de la Beauce. Ils ont concocté une très belle organisation sur les lieux et deux belles conférences. On en est la deuxième de la journée. Nous, Desjardins, c'est ça, qu'on sert le territoire de toute la Grande Beauce ainsi que la région des aides-chemins jusque dans la région des Appalaches et Thetford, d'Israélie, etc. On est beaucoup impliqué dans le financement acéricole et forestier en plus du financement agricole. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour m'entendre moi, on est venu pour entendre notre conférencière de la journée, qui est Mme Marie-Josée Martel, qui est ingénieure de formation, qui travaille actuellement à l'Agence de mise en valeur de la forêt privée en Estrie. Forêt privée dit souvent des envahisseurs. Aujourd'hui, elle va nous présenter une conférence sur le nerf brun-bourdaine, un envahisseur efficace de nos forêts, avec les spécialisations qu'il peut y avoir à l'occasion. Cette espèce exotique envahissante cause des impacts majeurs au peuplement forestier et à leur mise en valeur. Bien le reconnaître et nous permet d'intervenir rapidement. Sur ce, je vous laisse entre les mains de Mme Martel, qui va vous entretenir de cette belle conférence. Bon, merci. Bonjour tout le monde. OK, je pense que vous m'entendez bien. J'aimerais avoir une idée s'il y a des gens dans la salle qui connaissent le nerf brun-bourdaine. Levez la main. Il y a au moins 4 personnes. Ah, ben c'est bien. On va commencer tout de suite. Donc, le plan de la présentation, ça va être l'identification, qui est une partie très, très importante. La stratégie d'envahissement du nerf brun, son impact sur le milieu forestier. On va parler des méthodes de lutte également et des exemples de cas d'envahissement. On y va avec l'identification. Juste pour vous mettre dans le bain, il y a 2 types de nerfs bruns qui sont envahissants au Québec, qui nous viennent d'ailleurs. Il y a le nerf brun bourdaine et le nerf brun cathartique. Nous, en Estrie, c'est principalement le nerf brun bourdaine et éventuellement aussi dans la région ici, ça serait le nerf brun bourdaine. On va plus axer sur comment reconnaître le nerf brun bourdaine comparativement au cathartique, là, qui est plus sur les sols très riches de la région de Montréal, de l'Outaouais, la Montérégie-Ouest. Comme nous, en Estrie, on a un petit peu dans le secteur de Magog, mais c'est comme, il n'est pas super problématique encore. Puis il n'est pas très présent en Estrie. Donc, on y va avec le nerf brun bourdaine. Qu'est-ce qui est important de savoir sur la feuille? C'est une feuille qui est quand même un peu épaisse, qui a une bordure lisse. Il n'y a pas de petites dents sur la bordure de la feuille de nerf brun. Puis la face supérieure est un petit peu lustrée. Quand il fait soleil, là, c'est très apparent qu'il y a un petit lustre sur la feuille. Puis de forme obovée, comme un œuf. Donc, la partie du haut est plus large que la partie du bas de la feuille. Il y a 6 à 10 nervures le long de la nervure centrale. Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est que la feuille est disposée de façon alterne sur le rameau. Le pétiole, là, c'est de façon alternée. Ensuite, le nerf brun bourdaine, qu'est-ce qui est caractéristique des 2 nerfs bruns? Ils gardent leurs feuilles assez tardivement à l'automne. Ici, vous avez des photos prises l'année passée, là, au 2 novembre 2023, il y avait encore des feuilles, puis elles n'étaient pas nécessairement toutes jaunes. Il y en avait encore quand même qui étaient vertes. Et évidemment, ça dépend des années, mais souvent, au mois d'octobre, il y a encore ces feuilles comparativement à tous les autres arbustes qu'on peut voir en forêt, là. C'est une caractéristique importante pour le différencier de nos arbustes indigènes. Ensuite, son bourgeon, il est sans écailles et il est recouvert de poils. Ça, c'est sûr que c'est pas évident de reconnaître des
des végétaux avec les bourgeons, mais c'est quand même une caractéristique du nerf brun bourdaine. Ensuite, nous avons la fleur. C'est une fleur qui a 5 pétales, qui est blanchâtre à verdâtre. Elle est très, très petite et très discrète. Puis elle va pousser à l'aisselle des feuilles, du pétiole des feuilles. Ensuite, on la retrouve seule ou en groupe jusqu'à de 2 à 8. Il n'y en aura pas 40 à la même place. À l'aisselle d'une feuille, là, bon, peut-être que des fois, il y en a 10, là, mais en général, c'est de 2 à 8. Si on compare avec le nerf brun cathartique, excusez. Si on compare avec le nerf brun cathartique, on voit que c'est un amas, c'est des grappes de fleurs, mais pour le nerf brun bourdaine, c'est un maximum de 8. Puis on voit, là, c'est à l'aisselle des pétioles de tige. Et une caractéristique très importante du nerf brun bourdaine, il y a plusieurs floraisons dans l'été. Donc, elle va fleurir, mettons, à partir du mois de juin, puis même en septembre, il y a encore des fleurs qui veulent ouvrir. C'est tout le long de la saison de végétation. Et tantôt, à la fin de la conférence, vous pourrez descendre. J'ai emmené quelques tiges de nerf brun et il y a des fleurs qui sont sur ces tiges-là. Pour le fruit, on appelle ça une drupe qui passe du vert au rouge au noir quand il est à maturité. Et si vous m'avez bien écouté, c'est comme il fleurit toute la saison de végétation. Donc, on a des fruits de différentes couleurs tout au long de la saison de végétation. Ça va ensemble. Encore là, quand vous allez venir en avant, vous allez voir, il y a 3 couleurs de fruits. Bon, les verts sont peut-être un petit peu moins verts, là, parce qu'ils ont tendance à vouloir mûrir, mais c'est très, très caractéristique du nerf brun bourdaine. Ce qui fait en sorte que c'est fréquent d'observer des fleurs, des fruits immatures qui sont verts et rouges, avec des fruits qui sont matures sur un même plan, durant toute la saison de végétation, puis jusqu'à septembre, début octobre. Ensuite, la tige de nerf brun, le tronc, c'est une écorce brun grisâtre avec des lenticelles allongées et bombées. Comme quand c'est jeune, c'est vraiment plus brun. Je suis pas habituée avec avec les petites lenticelles. Et là, quand ça vieillit, ça devient plus grisâtre. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est quand on coupe des tiges, le bois de cœur est orangé. Et si on gratte l'écorce aussi, c'est jaunâtre en arrière sous l'écorce. Donc, ça, c'est les critères pour identifier le nerf brun bourdaine. Il faut toujours regarder les plusieurs critères. Il ne faut pas juste se fier à la feuille, parce que des fois, on peut se tromper avec des espèces indigènes. Il faut toujours prendre plusieurs critères pour identifier des plantes, pour être certain qu'on a le bon nom. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le méprendre avec l'aune rugueux, parce qu'il y a certains propriétaires qui vont le méprendre avec l'aune rugueux. Mais comme vous voyez, l'aune rugueux, ça a quand même des petites dents le long de la feuille. Le nerf brun bourdaine, on l'a dit tantôt, c'était lisse. Et là, la mélanger, ça, c'est souvent des fois avec le nerf brun cathartique que les gens le mélangent, là. Donc, comment que le nerf brun bourdaine se reproduit? Pour la reproduction sexuée, évidemment, je vous l'ai dit, c'est un cycle de production qui est continuel au cours de l'été, comme il produit des fleurs et des fruits tout au long de l'été. Donc, c'est tout au long de l'été qu'il produit. La production de fruits peut débuter assez tôt dans la vie du nerf brun, dès qu'il y a 1 mètre. Évidemment, 1 mètre, vous allez me demander, ça prend combien de temps pour atteindre 1 mètre, combien d'années? Ça dépend toujours dans quelles conditions que le nerf brun est dans quel type d'habitat. Le nerf brun aussi, il y a un taux de germination très élevé. Les recherches nous disent que c'est au moins aux alentours de 85 % dans les meilleures conditions. Et là, dans les dernières années, il y a des nouvelles recherches qui sont sorties, dont une recherche au Québec.
Il y a une étudiante au doctorat qui a trouvé que le nerf brun bourderne au Québec, là, c'est vraiment des parcelles au Québec, des études au Québec, parce que beaucoup des recherches sur les nerfs bruns viennent des États-Unis. Donc, ça prend une stratification, donc ça prend une période de froid d'un minimum de 12 semaines pour que les graines puissent germer éventuellement. Pour germer, ça peut commencer à 12 degrés Celsius au printemps, puis il y a son pic maximum à 20 degrés Celsius. Donc, aussitôt qu'il fait 26, des 28, il n'y aura pas de germination de nerf brun. Et le taux de germination, évidemment, diminue à l'ombre. Il y a un chercheur américain qui, lui, fait beaucoup de recherches sur le nerf brun cathartique et il a trouvé dernièrement que les semences étaient viables 2 ans dans le sol. Tandis que la littérature, depuis plusieurs années, nous dit que c'est de 2 à 3 ans, voire jusqu'à 6 ans. Donc, ça, c'est une nouvelle connaissance. C'est quand même intéressant là, de savoir que les semences ne sont pas viables si longtemps que ça dans le sol. Donc, je l'ai mentionné, je pense, tantôt, là, toute floraison pour toute espèce, ça demande de la lumière. Donc, si le nerf brun est en pleine lumière, le bord d'un champ, il y a plus de chances qu'il fasse des fleurs, qu'il fasse des fruits, puis qu'il se reproduise qu'un nerf brun qui est sous couvert forestier. Quand c'est sous couvert forestier, bien, le délai est beaucoup plus long. Il a beau avoir 2 mètres, le nerf brun, s'il est sous couvert forestier, il ne produit pas de fleurs, il ne produira pas de semences. L'habitat est très, très important. Ici, vous avez des semis là, de nerf brun. Là. Ça peut faire un beau tapis dans une forêt. Il y a aussi une autre façon, la reproduction végétative qu'on appelle. C'est quand on coupe un nerf brun, finalement, il fait beaucoup de rejets de souche. On coupe à la souche, là, fait que là, il peut pousser après coup peut-être 50 rejets de souche, 4, 30, puis si on le recoupe une deuxième fois, bien là, il va en faire encore plus. Donc, c'est une bonne façon pour lui de se reproduire, parce que les rejets peuvent faire des fleurs et des fruits dès la première année. On coupe un nerf brun au mois de juin, au mois d'août, il est revenu, mettons qu'il y avait 5 pieds en début d'été, on le coupe au mois de juin, au mois d'août, il peut avoir retrouvé son 5 pieds, puis il va produire des fruits, des fleurs et des fruits. Donc, c'est très efficace là, dans la reproduction. Puis la croissance des rejets est rapide, ça peut être 1 à 2 mètres. Évidemment, encore là, c'est quand on est en plein soleil, là, dans les meilleures conditions. Et aussi, le nerf brun peut faire des tiges à partir de racines. Ça l'arrive là, qu'on est en forêt, puis on arrache un petit nerf brun, puis là, on est en mesure d'arracher toute la grande racine, puis là, il y en a un deuxième qui vient avec le nerf brun principal qu'on a arraché. Là, on voit qu'il est parti à partir de la racine. Là, excusez un petit peu les deux mots pareils. Donc, fait que vous voyez ici, il y a une souche, un nerf brun qui a été coupé, puis 1 mois plus tard, il y avait déjà plein de petits rejets qui poussaient. Donc, le déplacement, comment le nerf brun se déplace d'une propriété à l'autre, d'une région à l'autre. Évidemment, c'est un fruit. Le fruit, la majorité des fruits vont tomber au sol près de l'arbre, selon la largeur de la cime. J'appelle ça un arbre, là, parce que le nerf brun peut aller jusqu'à 7 à 8 mètres. Ça peut vivre une 50aine d'années. Ce n'est pas un arbuste qui reste à 5-6 pieds nécessairement. Là. Fait que 7 mètres, mettons, ça fait à peu près 21 pieds. Puis j'ai un spécimen en avant, c'est une souche coupée à la souche. C'est un diamètre de 9 cm à la souche. Et c'est sûr qu'on a des plus gros que ça en Estrie présentement, peut-être des 10-11 cm à la souche. C'est un arbuste qui peut venir un petit arbre, finalement. Donc, c'est le principal vecteur de déplacement, vous vous en doutez, là, des fruits, ben, c'est les animaux qui les mangent. Donc, il y en a une 40aine d'espèces au Québec qui peuvent manger les fruits du nerf brun. Évidemment, les oiseaux, ça se déplace, ça ne connaît pas les limites des régions, ça se déplace sur des grandes distances. Et les principaux, c'est les merles, les étourneaux puis les 2 jaseurs. C'est des oiseaux qui sont quand même qui
qui sont frugivores, qui mangent des grandes quantités, puis c'est des populations qui sont quand même assez importantes au Québec, là, surtout le merle puis les étourneaux. Et c'est des oiseaux qui restent longtemps au Québec. Et souvent, rendu à l'automne, c'est peut-être le nerf brun, comme il garde des fruits tardivement. Souvent, c'est la seule nourriture qu'il peut avoir des fois dans un espace. Fait que là, c'est à ce moment-là que les oiseaux vont manger les fruits du nerf brun. Parce que ce ne sera pas nécessairement leur premier choix, disons. Ils vont manger d'autres fruits avant de manger les fruits du nerf brun. Il y a les petits rongeurs, évidemment, qui peuvent transporter d'une propriété à l'autre ou d'un peuplement à l'autre les fruits du nerf brun. Et il y a les équipements lourds, puis les véhicules qui se promènent en forêt, une pelle mécanique, des débusqueuses, des abatteuses multifonctionnelles, évidemment, qui, dans leur roue avec la boue, qui peuvent emmener des semences chez d'autres propriétaires. Évidemment, ça, c'est vrai pour toutes les espèces exotiques envahissantes, là. Le phragmite qu'on voit dans les fossés, souvent, c'est des pelles mécaniques qui ont emmené ça, ou de la terre, là. Donc, et nos chaussures aussi, éventuellement. Mais ce n'est pas les deux principaux, là. Le principal, c'est vraiment les oiseaux. Ensuite, le nerf brun. Dans quel type d'habitat qui aime se tenir? Le nerf brun, malheureusement, il y a des faibles exigences écologiques, donc on peut le retrouver dans différents types d'habitats. Mais il y a une préférence pour les sols acides. Donc, c'est pour ça qu'on va le retrouver davantage dans les peuplements résineux. Il aime autant les milieux ouverts que fermés, quoique il est moins agressif quand c'est un milieu fermé. Il est beaucoup plus agressif en milieu ouvert. Donc, quand il va s'installer habituellement chez un propriétaire ou dans une région, il va commencer par coloniser des milieux ouverts. C'est plus facile pour lui. Il y a un meilleur taux de germination dans les milieux ouverts. Il peut pousser rapidement parce qu'il y a plein soleil. Donc, on va le retrouver dans les abords de chemin, dans les friches, les rives, les lisières de boisés. Puis ensuite, on va le retrouver dans des variétés de peuplements forestiers. Puis il va s'installer dans un peuplement forestier souvent suite à nos travaux sylvicoles. Même si nos travaux sylvicoles sont faits selon les règles de l'art, on crée des ouvertures quand on fait des éclaircies commerciales, juste par les chemins de débardage, qui sont l'équivalent d'une petite coupe totale. Souvent, ils vont aller commencer par coloniser les chemins de débardage, justement, là, dans les forêts. Et aussi, on le retrouve dans les milieux perturbés, évidemment, anciens ou récents, comme je vous dis, perturbés par nous, par nos travaux forestiers, ou bien par des perturbations naturelles comme le chablis, le verglas. Et aussi, en estrie, c'est sûr que le nerf brun, il commence. On n'a pas fait de grandes études scientifiques, là, mais on est à peu près sûr que le nerf brun s'est installé au départ dans les champs qui étaient abandonnés, puis qu'au fil des années, on a reboisé. Dans les années 80, on reboisait les champs agricoles abandonnés. On ne connaissait pas la plante à ce moment-là, mais probablement qu'elle était déjà présente, mais on ne la connaissait pas. Puis peu à peu, la plante a pris de l'ampleur. Ici, vous avez un début d'envahissement dans une érablière. Les érablières, c'est important dans votre région. C'est possible que le nerf brun s'installe en érablière. Je vous dirais en estrie, probablement qu'il s'est installé avec le verglas de 98. Mais l'avantage des érablières, c'est que les feuillus, les érables, ça refait des cimes assez rapidement, même s'il y a des. Puis en plus, les coupes de jardinage, souvent en érablière, sont de très faible intensité, là, du 20 à 25 de prélèvement. Donc, la forêt se referme assez rapidement. Donc, comme j'ai dit tantôt, le nerf brun, il n'y a pas une bonne croissance sous couvert forestier de feuillus, parce que le sous-bois est trop ombragé l'été. Mais il y a assez de lumière au printemps avant que les feuilles sortent pour qu'ils puissent germer éventuellement puis s'installer. Fait que le nerf brun, il peut être stagnant dans sa croissance pendant des années. Il peut survivre en sous-bois pendant des années. Puis la journée qu'il y a une ouverture, soit par le prélèvement de 2-3 érables dans le secteur ou parce qu'il y a eu un chablis ou un verglas ou un insecte qui a tué des érables, là, il y a de la lumière, il y a une trouée qui s'est formée. Là, il va pousser. Il va profiter du fait qu'il y a de la lumière pour prendre sa croissance, faire sa croissance. Donc, c'est pas parce qu'il est petit. Il ne faut pas nécessairement tolérer du nerf brun dans une érablière,
Mais en tant que propriétaire, mettons, d'érablière, vous avez comme plus de temps, entre guillemets, pour réagir. Si vous, mettons, on exclut que dans les prochaines années, il va y avoir du verglas ou un chablis, puis vous ne prévoyez pas de faire de coupe forestière, de coupe de jardinage, vous avez plus de temps pour essayer de contrôler le nerf brun. Ici, vous avez du nerf brun le long d'un chemin à Cookshire, là, qui est un mur de nerf brun, puis vous voyez, là, c'est une ligne électrique qui passe, la hauteur que ça peut atteindre. Donc, je voulais, ça c'est nouveau dans ma conférence, je voulais vous faire participer, voir si vous avez écouté comment identifier le nerf brun, si vous êtes en mesure de me lancer des caractéristiques. Parce que c'est vraiment la base pour pouvoir contrôler une espèce envahissante, c'est de la reconnaître, puis c'est de la chercher sur notre propriété, puis c'est de la reconnaître, puis quand on la reconnaît, bien là, on peut agir. Si on ne la reconnaît pas, c'est sûr qu'on n'agit pas. Fait que je voulais voir avec vous, ceux qui sont braves ou celles qui sont braves, si vous pouvez me lancer quelques caractéristiques sur les feuilles de nerf brun. Oui. D'autres choses? Lustrés, j'ai entendu qu'ils sont lustrés, c'est vrai? Oui, le contour lisse, parfait. Oui, bien ça va être tantôt. Là, on est dans les feuilles. Oui, fait que vous les avez toutes nommées. En gang, vous êtes très bons. Ensuite, bien ici, c'est les fruits. Mon image n'est pas très belle. Je n'ai pas fait... Les fruits, qu'est-ce qu'ils ont, les fruits? Oui. Et celle de la feuille, il y a différentes couleurs dans l'année. À la fin, oui. Puis durant toute la saison de croissance, bien, il y a souvent les 3 couleurs. Au moins 2 couleurs, ça c'est sûr. 3 couleurs. Et concernant les feuilles, il y a une autre chose aussi. À l'automne, oui, on les voit longtemps à l'automne, là. Octobre, début novembre. C'est sûr que ça dépend des années, là, mais il reste longtemps. Bon, monsieur, c'est le temps. Le bourgeon. Oui, poilu. Le tronc. Orangé avec des petites lenticelles quand il est jeune, puis quand il vieillit, bien, il est plus grisâtre. On voit encore les lenticelles. Tantôt, si vous descendez puis voir les bûches, là, vous allez voir, les lenticelles, on ne les voit plus comme telles quand c'est vieux non plus. Vous l'avez mentionné, le cœur brun à l'intérieur. Et là, j'ai fait exprès, là, j'ai mis un jeune nerf brun qui a été brouté, parce que souvent dans la littérature, vous allez, si vous lisez un petit peu, ils vont dire que le cerf de Virginie ne broute pas le nerf brun, sauf que non, il broute le nerf brun. Là, vous allez me dire que c'est un avantage, il vient manger le nerf brun. Sauf que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le cerf de Virginie n'a pas d'autre chose à manger. Ça ne sera pas dans ses choix privilégiés. Donc, c'est sûr que, moi, je ne connais pas la région ici, là, mais c'est sûr qu'en Estrie, on a des territoires où les cerfs de Virginie, c'est du 11 têtes au kilomètre carré, 11 bêtes au kilomètre carré, là, je pense. Donc, c'est sûr qu'en forêt, on n'a pas de régénération naturelle, donc il broute le nerf brun. Et là, j'avais mis ma bouteille d'eau pour vous montrer la grosseur que peut venir un tronc, là. Donc, les impacts pour le milieu forestier, vous pouvez vous en douter. Les impacts sont aussi dépendants du type du degré d'envahissement, de la densité de l'envahissement. Fait que c'est pas automatique. Vous avez du nerf brun dans un peuplement grand comme la Salle ici. Ça ne veut pas demander que les impacts venant sur ce territoire-là ne seront pas sur l'ensemble de votre propriété. Mais en Estrie, on a quand même des envahissements majeurs. Des fois, c'est vraiment sur des 40 hectares, là. Donc, ça leur amène des impacts. Fait que ça l'empêche l'installation de la régénération des espèces forestières. Ça, des 3 strates, là, herbacées, arbustes, puis les arbres. Et regardez bien la photo en arrière-plan, parce que tantôt, on va revenir, je ne vous la remontrerai pas la photo, mais on va parler de ce cas-là.
Là, c'est sûr que ça, c'est un envahissement majeur. On a déjà de la difficulté à voir le technicien forestier, même s'il y a une veste d'inventaire. Ça, c'est des choses fréquentes en Estrie, puis je peux vous assurer que c'est sûr que vous ne voulez pas ça chez vous. Fait que, il faut vraiment reconnaître le nerf brun pour agir rapidement. Il y a une compétition pour l'eau et les éléments nutritifs, à tout le moins pour les semis d'arbres, les jeunes plantes aussi. On ne sait pas s'ils rentrent en compétition, mettons, avec une plantation qui a 20-30 ans puis que le sous-bois est plein de nerfs bruns. Ça, on ne sait pas encore si ça rentre en compétition avec les arbres, les épinettes, mettons, qui auraient 25 ans. C'est un projet de recherche qu'on aimerait faire éventuellement. Ça affecte la survie, la croissance de la végétation, autant en hauteur qu'en diamètre, évidemment. S'il y a un peu de régénération en sous-bois, bien, éventuellement, elle va mourir parce que le nerf brun a une plus grande croissance. Augmente la mortalité par conséquent. Et évidemment, ça modifie les composantes des habitats fauniques. Si votre sous-bois change carrément, qu'on ne trouve plus des essences forestières, que ce soit des herbacées ou des arbustes ou des arbres, bien, ça modifie l'habitat pour la petite faune, pour même le cerf de Virginie. Ils ne retrouvent pas leur nourriture qu'ils apprécient, ils vont aller ailleurs. Ils ne retrouvent pas l'habitat pour se protéger des prédateurs, ils vont aller ailleurs. Si vous êtes des chasseurs, ça peut être important. Donc, entraîne le déplacement de populations d'herbivores et altère la communauté des insectes pollinisateurs parce qu'ils empêchent nos plantes forestières de pousser. Donc, on a une perte de biodiversité dans nos forêts à cause du nerf brun. Une perte. Ensuite, il y a des impacts aussi socio-économiques à tout ça. Ça compromet la rentabilité des opérations forestières qu'a vécu en Estrie. Le groupement forestier veut faire une éclaircie commerciale dans une plantation. La première éclaircie, le marteleur n'est pas en mesure de voir la qualité des tiges à cause qu'il y a trop une grande densité de nerfs bruns. Donc, obligé de débroussailler le sous-bois pour que le marteleur puisse voir les tiges et après faire la première éclaircie commerciale. Fait que vous comprendrez que ça emmène des coûts supplémentaires aux opérations forestières. Ça demande des investissements importants quand on veut faire du contrôle de nerfs bruns. Et il n'y a pas de solution miracle non plus, donc ce n'est pas évident. Et ça peut amener aussi des pertes de superficie forestière. Il y a des propriétaires qui abandonnent des secteurs qui ont trop de nerfs bruns, parce que justement, ça coûte trop cher, il n'y a pas de solution facile, qu'ils vont dire « j'aime mieux pas produire du bois, là, on va le laisser tomber ». Ça peut amener une perte de revenus, évidemment, et de jouissance de la propriété. Il y a aussi, comme je parlais tantôt, si l'habitat faunique est modifié, ça peut amener une diminution du succès de chasse. Ce n'est pas nécessairement quand des envahissements majeurs, ce n'est pas des habitats pour le cerf de Virginie. Oui, il va passer dans les envahissements majeurs parce que nous, quand on arrive dans ces terrains-là, bien, on cherche les trails à chevreuil, c'est plus facile de marcher, mais ça ne sera pas son habitat de prédilection. Ça peut limiter la pratique de sport puis d'activités récréatives. Là. Mettons, si vous avez des pistes de ski de fond, de raquettes sur votre propriété ou de VTT, bien, se promener, puis de chaque côté, c'est juste le paysage de nerfs bruns, ce n'est pas très agréable. Et ça peut influencer aussi négativement la valeur des boisés. Quelqu'un qui veut s'acheter une propriété en Estrie puis qui connaît le nerf brun, bien, il va éviter d'acheter une propriété qui a trop de nerfs bruns. Il va s'en aller dans une municipalité où il sait qu'il n'y a pas encore ce problème-là. Même s'il sait qu'un jour, il va peut-être en avoir. Là, mais donc, ça peut, pour le propriétaire qui a beaucoup d'envahissement, ça peut être un frein à la vente où il va être obligé de vendre à plus faible prix. Mais il y a aussi des impacts positifs. Comme j'ai dit tantôt, c'est une source de nourriture pour les oiseaux, les rongeurs, le cerf de Virginie. Mais selon les recherches, ça a une faible valeur nutritive parce que le nerf brun, les fruits, puis autant les rameaux, il y a un composé qui s'appelle l'hémodine et c'est un composé qui a un effet laxatif. Donc, les animaux, de façon naturelle, ça ne sera pas leur premier choix parce que ça ne leur ramène pas assez d'énergie. C'est apprécié des abeilles aussi mellifères, les petites fleurs de nerf brun. En plus, les fleurs sont là tout au long de la saison de végétation, donc c'est intéressant pour les abeilles mellifères. Et à Ottawa aussi, ils ont trouvé qu'il y avait eu une augmentation d'une population d'un papillon.
quand il y avait du nerf brun. Donc, ça peut amener un petit peu de biodiversité ou des choses utiles pour l'humain, mais au bout de la ligne, les points positifs versus les points négatifs, ben ça ne balance pas. C'est vraiment une menace pour nos forêts, le nerf brun. Là. Les impacts négatifs sont beaucoup plus élevés sur nos écosystèmes. Je pense que je voulais que tu partes la vidéo. Je voulais juste, avant de parler des méthodes de contrôle, je te laisse aller. Je voulais vous montrer, c'est une vidéo que j'ai faite pendant mes vacances avec mon cellulaire, rien de professionnel, mais ça vous montre quand on marche dans le nerf brun, avec un envahissement qui est quand même assez majeur, c'est quoi le feeling. Là, c'est un site aussi qui a des nerfs bruns qui ont peut-être une trentaine d'années. Là, ici, on voit un sous-bois de nerfs bruns, mais la trappe supérieure aussi, c'est du nerf brun. C'est un peuplement de nerfs bruns, régénéré en nerfs bruns. Un ancien champ agricole aussi qui a été abandonné au fil des années. Que là, vous avez des grands nerfs bruns avec leurs fruits. Ben, je pense. C'est beau. On peut revenir à la présentation. Donc, on va aborder le côté lutte contre le nerf brun bourdelle. Comme je vous disais tantôt, la première, pour lutter contre le nerf brun, la première chose à faire, c'est de la prévention. Puis comment on fait de la prévention avec les espèces exotiques envahissantes? C'est de la reconnaître. C'est d'apprendre à la reconnaître. C'est de la chercher sur notre propriété. Ça, c'est vraiment la première étape. Puis comment la rechercher sur votre propriété? Bien, comme je vous disais tantôt, si vous avez 40, 50 hectares, 100 hectares, allez voir au départ vos peuplements qui sont d'origine peut-être agricole. Allez voir vos peuplements où vous avez eu des travaux forestiers dans les 10, 15 dernières années. Marchez les chemins de débardage. Si à quelque part le nerf brun s'est installé chez vous, ça va être dans les endroits perturbés au départ. Si votre érablière est instable, super dense, probablement qu'il n'y a pas de nerf brun. Là. Mais évidemment, si c'est votre gagne-pain, votre érablière, c'est sûr que vous allez le chercher parce que vous allez vouloir l'enlever là, pour pas que ça devienne un problème. Puis aussitôt qu'on le trouve, il faut intervenir tôt parce que c'est beaucoup plus facile de contrer le nerf brun quand la population est jeune, qu'elle vient de s'installer, que l'envahissement débute. Puis là, on ne se dit pas « Ah, j'ai du temps, je vais attendre dans 10 ans. » Non, 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 attendez pas dans 10 ans, il faut le faire tout de suite. Puis pour vous aider à identifier le nerf brun, il y a toujours les livres d'identification. Le gouvernement du Québec a réédité la petite fleur forestière, puis dans la nouvelle édition, il a mis les deux nerfs bruns. Nerf brun bourdelle, nerf brun cathartique. Les photos sont super belles. Donc, il y a ça, si vous aimez les livres. Mais aussi, il y a 2 applications gratuites qu'on peut installer sur nos téléphones intelligents qui peuvent nous aider à identifier les plantes. On prend la photo des feuilles, des fleurs, des fruits, puis là, on lui demande de chercher dans une grosse base de données que ça vienne nous confirmer. Si on pense que c'est du nerf brun, on n'est pas tout à fait sûr, parce qu'il faut quand même garder nos espèces indigènes en forêt. Bien, on se fait confirmer par ces applications-là. Ça peut être un outil d'aide pour identifier les nerfs bruns ou toute autre plante. Là. Ensuite, la lutte contre le nerf brun, bien, ça va dépendre aussi de l'envahissement de votre peuplement, de votre propriété. Donc ça, c'est pendant la pandémie, j'ai rédigé un guide là, qui ramasse tout un peu l'information sur le nerf brun et les espèces envahissantes. Mais vous comprendrez que si vous avez une population de nerf brun qui est localisée, donc qui est juste dans un petit endroit dans votre peuplement ou dans votre forêt, vous n'agirez pas de la même manière pour le contrôler que si vous avez une population élevée puis qui est généralisée dans votre, mettons, 10 hectares de peuplement. Ça ne sera pas les mêmes méthodes. Il faut juste penser à ça. Puis il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Ben oui, il y en a, mais
Toutes les méthodes de lutte sont bonnes selon le contexte, selon votre énergie, selon votre temps, selon l'argent que vous êtes en mesure d'investir. Fait qu'on va voir les différentes méthodes de lutte. Les premières méthodes contrôle, il y a des contrôles manuels puis mécaniques. Évidemment, comme toute espèce envahissante, on peut les arracher. Évidemment, c'est plus facile d'arracher des plants, des petits plants. Là, pour les besoins de la cause, j'ai mis plus petit que 1 cm. Là. On les arrache, on se promène, mettons, au printemps. On le sait, c'est du nerf brun. C'est plus facile aussi au printemps parce que le sol est humide. Donc, on peut les arracher manuellement. Pour les plants plus imposants, il y a des outils qui se vendent sur le marché pour les arracher. Ici, les deux plus populaires, les outils, c'est ceux-là. L'extradicator, le orange, c'est fait aux États-Unis. Le gris ici, c'est les Polar Bear qui sont faits en Colombie-Britannique. L'avantage de ces outils-là, c'est des effets de levier finalement. Et l'avantage, c'est qu'ils vendent différents formats. Vous pouvez acheter des formats pour que vos enfants participent, puis des super formats. Je ne vous conseille pas d'acheter les plus gros formats. Moi, j'ai acheté à l'agence le plus gros qui peut aller jusqu'à 3 pouces. Et c'est énorme parce que arracher un arpent de 3 pouces, là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Il faut faire l'effet de levier plusieurs fois. Et c'est très lourd aussi à transporter en forêt. L'outil lui-même a 15 livres, pèse 15 livres. Donc, je ne vous recommande pas les plus gros outils. Le jaune, je ne vous le recommande pas. Ce n'est pas super efficace. Fait aux États-Unis également. Puis celui qui ressemble à une arbalète, c'est un produit maison. C'est un monsieur à Cookshire qui fait ça. C'est très utile pour enlever les petits nerfs bruns parce que ça nous empêche, c'est comme une serre, là, ça nous empêche de toujours être penché, donc de ne pas avoir mal au dos. Et évidemment, il y a la pelle mécanique, pelle peigne qu'on appelle, que là, en Estrie, on a commencé à utiliser ça dans nos travaux forestiers quand on veut repartir une forêt. On va en reparler tantôt, mais ça, c'est nouveau. Là. Fait, donc, on arrache les nerfs bruns avec pelle mécanique sur des sites où on veut refaire une plantation. Ensuite, il y aurait la coupe mécanique avec une débroussailleuse. Méthode, comme tantôt, j'ai dit, quand on coupe un nerf brun, il fait beaucoup de rejets de souche. C'est ce qui arrive. Mais c'est une méthode qu'on emploie dans nos entretiens de plantation. Le temps que les épinettes puissent avoir une bonne croissance qui dépasse le nerf brun. Fait que ça peut prendre jusqu'à 3, des fois 5 entretiens de plantation avant que les épinettes soient en mesure de surpasser le nerf brun. Ça crée énormément de rejets de souche. C'est à répétition dans le scénario sylvicole. Des fois, les conseillers plantent au mois de juin, puis déjà en septembre, il faut qu'ils aillent faire un entretien de plantation la même année, que vous pouvez comprendre que ça devient dispendieux à l'hectare. Là, on voit beaucoup de rejets de souche ici. Là. C'est un nerf brun qui a quand même été coupé plusieurs fois. Là. On a fait un projet expérimental là, en Estrie pour voir si la coupe en hauteur pourrait nous aider à affaiblir les nerfs bruns. On a fait des tests sous couvert forestier versus en milieu ouvert. Puis là, je vous l'ai dit tantôt, milieu ouvert, c'est sûr qu'il y a des croissances assez importantes. Milieu fermé, le nerf brun n'est pas reconnu pour avoir des bonnes croissances, fait qu'on voulait tester les deux méthodes. Coupe en hauteur, seulement 50 cm, c'est pas beaucoup. On est allé à 50 cm. Pourquoi? C'est pour rester sécuritaire pour les ouvriers sylvicoles qui utilisent la débroussailleuse. Une débroussailleuse, on ne peut pas lever ça trop haut. Ça demeure sécuritaire. Puis, on a testé plusieurs coupes par saison, jusqu'à 2 coupes par saison, répétées sur 3 ans. Les résultats vont être publiés l'hiver prochain, en 2025. Mais vous pouvez voir ici, ça, c'est un site. Là, ici, vous avez le nerf brun original, lui, qui a continué à pousser au fil des 3 années. Ici, vous avez une parcelle qui a été coupée 3 années de suite. Là, je ne savais plus si c'était 1 coupe par année ou 2 coupes par année, mais vous pouvez voir quand même qu'il est beaucoup plus petit que le nerf brun qui est comme témoin aux abords de la parcelle. Est-ce que c'est une méthode qu'on va employer souvent? Je ne sais pas, on va voir les résultats, mais ça pourrait être peut-être intéressant
de faire des débroussaillements sous couvert forestier quand la forêt est prête à être régénérée peut-être, ou quelques années avant une première éclaircie commerciale pour s'assurer de pas que le nerf plein explose quand on fait la première éclaircie commerciale dans un peuplement. C'est à suivre. Et aussi, bien, il y a la technique en haut, là, ça c'est une technique avec un... Ça peut être utilisé quand vous avez du nerf plein le long d'un chemin forestier, par exemple. C'est la technique là, qu'ils utilisent pour la renouée du Japon, d'installer une grosse bâche qui coupe la lumière. Ça peut... On ne l'a jamais testé, mais ça peut être possible aussi. Bon, c'est sûr qu'on n'installera pas ça en forêt, là, sur plusieurs hectares, mais sur le long d'un chemin, ça pourrait être possible. Ensuite, c'est des expériences citoyennes. Moi-même, j'en fais. Il y a plusieurs propriétaires qui en font. Coupe en hauteur, à peu près à la taille ou à la poitrine. On coupe en plein été. Souvent, en sous-couvert forestier, ça permet de tuer le nerf brun. Oui, il va faire un peu de rejet. Il va en faire aussi à la souche, mais aussi au niveau de la blessure. Mais il en fait beaucoup moins. Puis après coup, les années subséquentes, bien, c'est de venir peut-être de casser les nouveaux rejets de souche. Il y a aussi la méthode de l'ours qu'on appelle. Ça a déjà été testé en forêt publique avec des feuillus pour favoriser des feuillus nobles. Mettons, il faisait la méthode de l'ours, il coupait, mettons, il passait puis il coupait du peuplier ou du bouleau blanc pour favoriser, mettons, du bouleau jaune, pour dégager du bouleau jaune. Oui, c'est possible qu'il y ait des rejets qui se fassent, mais ça devrait affaiblir le nerf brun. Puis les rejets, théoriquement, quand les rejets sont plus hauts, qui ne sont pas à la souche, les rejets sont plus faibles, sont moins solides. Donc, s'il arrive du verglas, de la neige très molle l'hiver, ils peuvent casser d'eux-mêmes. Ils sont plus fragiles, ils sont moins viables que les rejets qui partent à la souche. Que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'expérience citoyenne que j'appelle, parce qu'il n'y a pas aucun chercheur qui nous suit là-dessus. Mais j'ai quand même des propriétaires qui me disent que ça fonctionne. Évidemment, ça fonctionne mieux sous couvert forestier à l'ombre. Et éventuellement, on espère qu'on va découvrir qu'il y a plus des champignons qui attaquent aussi les nerfs bruns, qui attaquent les blessures, qui viennent affaiblir davantage le nerf brun. Ensuite, il y a l'annelage, enlever des bouts d'écorce. Encore là, ça, on peut le faire à la souche. La littérature nous dit qu'il faut faire le plus bas possible. Moi, j'ai décidé que je le faisais debout, fait que je le fais à la hauteur de ma taille pour bien travailler, pour ne pas avoir mal dans le dos. Et ça fonctionne. Vous avez des exemples ici. Là. Bon, là, c'est sûr que j'ai été très généreuse pour l'écorce. Je pense que ça me tentait. Je voulais me défouler, là, mais on n'est pas obligé de faire des épluchures aussi longues que ça. Ça l'empêche. On brise vraiment le lien des vaisseaux qui amènent les éléments nutritifs à la cime, parce que les vaisseaux qui emmènent les éléments nutritifs et l'eau à la cime sont vraiment tout de suite l'autre côté de l'écorce. Ils ne sont pas dans le centre de l'arbre. La partie vivante, c'est vraiment juste en dessous de l'écorce. Fait qu'on affecte la circulation. Ici, j'ai des exemples. Ici, c'est comme un petit bosquet de nerfs bruns que j'ai annulé l'année passée au mois d'août. Je suis allée reprendre la photo il y a 2 semaines. Donc, après 1 an, ceux-là sont morts. Ici, c'est une tige que j'avais oublié d'annuler. Là, je l'ai annulée cette année. J'en ai fait moins long. Là. J'ai été raisonnable. Et ici, vous avez une tige, elle n'est pas morte, il y a encore des feuilles, mais les feuilles étaient vraiment pas, ils étaient malades, ils n'étaient pas belles. Fait que je présume que l'année prochaine, je vais revenir, puis ça va être mort. L'annulage, ça ne tue pas un arbre nécessairement la première année. Il y a des propriétaires, des fois, qui font ça avec leur peuplier, parce qu'ils veulent, s'ils coupent le peuplier va faire des rejets de souche, parce que c'est un de nos arbres qui fait beaucoup de rejets de souche. Mais là, ils vont l'annuler, comme ça, il va mourir tranquillement. Mais ça ne veut pas dire qu'il meurt la première année. Mais le nerf brun, moi, on réussit à tuer du nerf brun, c'est quand même moins gros qu'un peuplier. Là. Donc, ça peut fonctionner. Ensuite, il y a le contrôle chimique qu'on peut utiliser. Les phytocides sont permis et légaux en forêt privée. C'est juste que les agences comme la mienne ou comme celle de Chaudière, on ne peut pas financer du chimique en forêt privée. C'est une décision gouvernementale qui date de 2020 ou 2002. Non, 2002, je crois. Et
c'est une application qui est encadrée par le ministère de l'Environnement et on ne peut pas appliquer du phytocide en milieu humide, en marécage arboré. Là, tantôt, je vous disais que le nerf brun aime bien être dans les milieux humides. Le nerf brun aime bien être dans des marécages arborés. Donc, si on a du nerf brun en marécage arboré, on ne pourrait pas nécessairement utiliser cette méthode-là, à moins d'aller chercher un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et là, on embarque dans un processus qui peut être long, là, aller chercher un certificat, mais on ne peut pas le faire de notre propre chef si on est en marécage arboré. Mettons en éréblière rouge à sapin ou une sapinière à érable rouge qui est cotée milieu humide, on ne pourrait pas utiliser cette méthode-là. Mais c'est une méthode qui fonctionne et c'est une méthode aussi qui ne fait pas nécessairement un désert après coup. Après quelques années, ici, c'est un exemple d'une plantation qui a été arrosée, qui était dans un projet de recherche avec le ministère des Forêts. Et à travers des épinettes, bien, il y a plein de verges d'or. La verge d'or, elle s'est installée. Et la verge d'or empêche les nouveaux nerfs bruns de germer, parce qu'il y a de la compétition. Les semences de nerfs bruns n'aiment pas la compétition. Donc, il faut toujours avoir de la compétition sur notre sol. C'est bienvenu qu'il y ait de la verge d'or qui s'est installée dans le fond du terrain. Bon, comment on fait ça, la pulvérisation, soit avec un pulvérisateur à dos, à main ou sur un équipement motorisé? C'est ce qu'on a utilisé dans le projet de recherche. Le réservoir était sur un VTT et c'était très ciblé comme arrosage, là. Il marchait sur le terrain puis il arrosait que les nerfs bruns. Ici, c'est un propriétaire qui a fait la même chose sur sa propriété. Il y a eu un arrosage dans cette plantation-là. Et à travers, ben là, il y a de la verge d'or, il y a du bouleau. Il y a encore un petit peu de nerf brun. Le nerf brun s'est installé des fois au pourtour. Mais il tolère le peu de nerf brun qu'il y a là, présentement parce que sa plantation est en pleine croissance. Il y a des propriétaires qui se sont achetés ce genre d'outil-là qui permet d'injecter des capsules de glyphosate dans les gros troncs de nerf brun. Et il y a la méthode bingo aussi. Ça, on coupe le nerf brun à la souche et on badigeonne la souche avec du Roundup. Très utilisé aux États-Unis. Les États-Unis utilisent beaucoup les pesticides pour contrer le nerf brun. Ensuite, il y a une méthode biologique. C'est un pesticide à base d'un champignon qui s'appelle le Chondrosterum purpurum. Son nom commercial, c'est l'acide chondro. C'est un tout nouveau produit qui a été homologué en 2020. Les premières ventes ont eu lieu pour l'année 2021. C'est un pesticide à base d'un champignon indigène qu'on trouve au Québec, qu'on trouve en Amérique du Nord. Ça fonctionne, mais c'est quand même un produit de niche. Il y a des conditions d'application qui sont assez particulières et c'est quand même assez dispendieux. Quand on a un envahissement majeur, c'est comme impossible d'utiliser ce produit-là. Et encore là, c'est un pesticide, même s'il est biologique, on ne peut pas l'appliquer en marécage arboré sans avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Puis même si c'est un pesticide biologique, il faut avoir le suivi, une formation du ministère de l'Environnement pour avoir notre certificat d'applicateur. Mais ça fonctionne, si on respecte les modalités d'application. Je vais passer là-dessus parce que c'est vraiment un produit de niche, là. Une bouteille d'1 litre, cette année, ça coûtait 100 $. On fait peut-être à peu près 200 tiges. Donc, c'est plus un produit pour les municipalités dans des parcs où, oui, il reste 10. OK. Je vais passer vite là-dessus, mais je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Ici, ça a été un traitement, parce que la compagnie est venue tester son produit en Estrie puis pour le nerf brun Bourdaine, et Catarctic, elle l'a testé en Ontario. On a coupé les nerfs bruns. Tout de suite après, il faut badigeonner dans l'intérieur de 30 minutes de la coupe. Et là, vous voyez qu'ici, qu'il y a un nerf brun qui a eu le temps de faire des rejets de souche. Ça veut dire que le champignon n'a pas été en mesure de tuer le nerf brun durant la première année. C'est un produit qu'il faut évaluer son taux de réussite 2 ans plus tard, parce qu'il faut laisser le temps aux champignons de se reproduire, de proliférer. Fait que lui, ce nerf brun-là, il a eu le temps de faire des rejets de souche, mais finalement, le champignon s'est quand même bien installé, puis il a tué la tige principale, puis il a tué les rejets de souche. Ici, c'est un vieux nerf brun. Il a réussi à le tuer dans la première année. Puis ainsi de suite. Là, ça, c'est un autre test qui date de 2021. Puis c'est la manifestation du champignon, la petite affaire blanche, là.
Les fructifications blanches, c'est la manifestation que le champignon est vraiment installé sur la tige. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Ici, à l'octobre 2021, qui était comme 3-4 mois plus tard, c'est une tige qui a été arrosée. Mais là, il y a eu le temps d'avoir des rejets de souche, mais peut-être que l'année d'après, il était mort. Là, je n'ai pas la photo, là, mais c'est juste pour vous dire que les rejets peuvent pousser quand même si on applique le produit. Ici, un exemple d'évolution du nerf brun bourdane en forêt. Vous avez en 2007 une première photo où on a évalué dans notre parcelle qu'il y avait 25 de nerf brun, qui avait une hauteur de 50 cm. Puis dans notre seconde parcelle, dans le même peuplement, mais en milieu humide, cette fois-ci, c'est une partie humide du peuplement, il y avait un petit peu plus de nerf brun, puis il était plus haut. Ça, c'était en 2007. L'été passé, on est retourné faire l'inventaire des mêmes parcelles. On a retrouvé les mêmes centres, c'est vraiment les mêmes parcelles. Vous allez voir, 17 ans plus tard, l'évolution. Là, on avait 95 de nerf brun avec une hauteur de 2 mètres dans parcelle 1. Puis la parcelle 2, le nerf brun est encore plus élevé. Puis là, je n'ai pas mis les données, mais c'est quand même un site où on avait planté du pin blanc. Je pense qu'en 2004, en enrichissement, sous un couvert de peupliers puis d'érable rouge. Et ça l'a emmené énormément de mortalité au pin blanc. On a retrouvé beaucoup moins de pin blanc vivant 17 ans plus tard comparativement en 2007. Donc, le nerf brun est venu compromettre l'enrichissement du pin blanc. Un autre cas, ça c'est le cas d'envahissement majeur que je vous parlais tantôt où on voyait un technicien là, avec sa veste d'inventaire. C'est une plantation d'épinettes blanches d'une 50aine d'années. Dans sa vie, elle a eu 3 éclaircies commerciales faites selon les règles de l'art. C'est super bien fait. En Estrie, habituellement, on est en mesure de régénérer naturellement des peuplements quand on fait 3 éclaircies commerciales. Mais là, on a régénéré du nerf brun bourdane. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est tout du nerf brun bourdane là, sur les abords du peuplement. Mais dites-vous que c'était comme ça dans tout le peuplement. En 2022, il y a eu la coupe. Là. Ici, vous voyez le secteur de coupe. Je vais vous montrer d'autres images. En juin 2022, vous avez en haut, après la coupe, on voit le nerf brun, il est couché, il y a du nerf brun couché, du nerf brun arraché, puis il y a des déchets de coupe, évidemment. Début septembre 2022, il y avait plein de rejets qui avaient repoussé. Il y avait les nerfs bruns qui étaient couchés, ils avaient réussi à se relever. Et là, c'est là qu'on a appliqué la première fois la méthode d'arracher le nerf brun. Une fois que le nerf brun était tout arraché, c'est devenu le terrain ici en haut. On a installé des parcelles de suivi. On voulait savoir est-ce qu'il restait du nerf brun suite à l'arrachage avec la pelle peigne, des gros nerfs bruns. Fait que notre premier suivi, on est arrivé à 10 000 centiges à l'hectare, des nerfs bruns de plus petits, 45 cm. Ça a été planté au printemps suivant, 2023. Ici, excusez. Ici, ça a été planté sur un secteur implanté en pin rouge. On a refait un suivi en septembre 2023. Là, on a trouvé 93 000 tiges de nerfs bruns. Mais la bonne nouvelle, là, vous allez me dire, c'est beaucoup après 1 an. Mais la bonne nouvelle, c'était 85 des nerfs bruns, c'était des semis de nerfs bruns. Ce n'était pas des rejets de souche. Si ça avait été des rejets de souche, on ne verrait même pas les pins rouges là, sur la photo en haut. C'est des semis. Puis là, vous voyez qu'il y a de la compétition qui s'est installée, compétition naturelle qui s'est installée. Fait que les semis de nerfs bruns, comment je pourrais dire, c'est comme, ils n'auront pas nécessairement une super croissance parce qu'ils sont opprimés par la végétation. Ici, c'est une photo que j'ai prise la semaine passée. Les pins rouges ont quand même une belle croissance. On voit très peu de nerfs bruns. Là, je vais aller refaire un suivi fin septembre de nos parcelles pour surtout avoir la hauteur des nerfs bruns parce qu'il n'y en aura pas seulement de mort, là, mais probablement que la hauteur ne sera pas trop importante. Puis qu'est-ce qui est gagnant pour nous dans ce cas-ci, c'est que ça retarde le premier entretien de plantation. Parce que cette plantation-là, si on avait fait une préparation comme on faisait avant, sans arracher le nerf brun, on aurait, le conseiller, le groupement forestier, il aurait fallu qu'il entretienne déjà en septembre l'année passée. Que là, peut-être l'entretien va être peut-être l'année prochaine et encore. C'est même pas sûr qu'il y aura un entretien après 3 ans. Ça va dépendre de la croissance du nerf brun. Et vous voyez ici, c'est les andins.
Évidemment, les andins, il y a du nerf brun et avec du sureau. C'est un site qui a beaucoup de sureau. Le sureau, ça pourrait être un arbuste aussi qui pourrait nous aider à combattre le nerf brun. Parce que les arbustes, ils font plus d'ombre au sol. On voit qu'ils poussent bien aussi le sureau. Donc, si vous faites des travaux forestiers en milieu où il y a du nerf brun, la prémisse de base, c'est d'essayer de garder le peuplement le plus fermé possible, avoir beaucoup de compétition au sol, autant herbacée qu'arbustive. Ici, vous avez un rond de fougère, ça ne paraît pas beaucoup sa photo, mais il n'y a pas de nerf brun. Puis ça, on le remarque en forêt. Il y a des ronds de fougère, des ronds de framboise. Ça l'empêche les semences de nerf brun de germer parce qu'il y a de l'ombre, il y a de la compétition. Fait que, il faut, comme quand on est envahi par le nerf brun, il faut comme penser de faire des travaux différemment. Une de nos essences qui peut combattre le nerf brun, c'est le peuplier faux-tremble aussi. Il y a une croissance assez rapide pour pouvoir dépasser le nerf brun, que le nerf brun reste en sous-étage. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien, il y a 2 vidéos qui existent. Un fait par l'Association forestière avec la collaboration de l'Agence et il y a une petite vidéo aussi faite par le Conseil régional de l'Estrie. Il y a un guide aussi qui existe sur le site Internet de l'Agence Estrie, puis j'ai autorisé l'Agence Chaudière de le mettre sur leur site Internet. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Donc, vous pouvez continuer à vous informer, puis surtout à chercher le nerf brun chez vous. Puis si vous n'avez, avisez votre conseiller, avisez l'Agence Chaudière, puis passez à l'acte pour l'arracher, parce que quand c'est petit, c'est plus facile à arracher. Et si vous voulez voir des feuilles de nerf brun, des fruits, j'en ai en avant, les tiges, et j'ai des fiches aussi qui résument la conférence d'aujourd'hui, si vous voulez avoir un pense-bête là, pour chez vous. Donc, ça mettrait fin à la conférence. C'est la période de questions, si vous en avez. Le nerf brun? Europasie. C'est un peu un résumé, parce que dans le guide, on met plein de recommandations pour les travaux forestiers, comment adapter nos travaux forestiers. Même si on n'a pas fait d'expérience avec des chercheurs, on y va avec la logique. On sait que le nerf brun a une moins bonne croissance en milieu fermé, il ne fait pas de fleurs, il fait les fleurs plus tardivement. Donc, il faut essayer de garder nos peuplements le plus fermés possible. Puis quand on arrache du nerf brun, ça je ne l'ai pas mentionné, mais si on laisse le sol à nu, il y a d'autres nerf brun qui vont venir s'installer ou d'autres espèces exotiques envahissantes. Que si vous pensez que la végétation indigène ne va pas se repousser, bien, c'est d'ensemencer avec des espèces indigènes. Il ne faut pas ensemencer avec des espèces qui vont créer d'autres problèmes, là, mais c'est important de végétaliser assez rapidement. Puis ici, on a été chanceux parce qu'au printemps suivant, la végétation indigène s'est installée. Là. Fait que c'est vraiment gagnant là, quand la végétation indigène est en mesure de s'implanter par elle-même. Là. Oui? Bien, bonne question. Justement, c'est arrivé ici dans les années 1886, je pense, là, les 2 nerfs bruns. Le nerf brun antarctique est arrivé avant, le nerf brun bourdaine un petit peu plus tard. Ils sont arrivés ici, c'était pour leur propriété médicinale. Étant donné que c'est laxatif, c'est quand même des arbustes qui sont utilisés. Les propriétés sont utilisées dans la médecine naturelle en Europe. Et vite fait, ici, ça a été utilisé pour faire des haies brise-vent. Là. Donc, comme vous dites, c'était plus un aspect horticole. Est-ce que le ministère fait beaucoup de sensibilisation auprès des centres horticoles? Je ne sais pas. On n'a pas vraiment de loi qui interdit certaines espèces à la vente. Il y a un chercheur à l'Université Laval qui a écrit 2 livres sur les espèces envahissantes. Puis, dans son 2e livre, là, c'est les 40 futures espèces envahissantes. Justement, il a fait la liste d'espèces horticoles. Puis, à l'intérieur de ça, il y a des espèces qui sont toujours vendues puis qu'ils
Ils sont très présents dans nos villes aussi pour les aménagements paysagers. Là. Mais je ne pourrais pas répondre si le ministère fait beaucoup d'efforts, là, parce qu'il y a 3 personnes qui travaillent au ministère à Québec sur les espèces envahissantes. C'est pas beaucoup, là, pour couvrir tout le Québec. Là. D'autres questions? Tout à fait. C'est le principal vecteur de déplacement, c'est les oiseaux. Donc, comme je disais tantôt, là, si dans votre forêt, là, marchez les endroits où il y a des trouées, vos chemins de débardage, les abords de votre chemin principal. Si vous avez un champ, la transition entre le champ et la forêt, ça peut s'installer là, au départ. Et si vous avez des fois des gros arbres là, que vous savez que les oiseaux nichent ou se posent, se reposer, là, ça peut s'installer au pied de ces gros arbres-là s'il y a beaucoup de lumière. Oui? Bien, quand il est jeune, parce que là, nous, parce que comme c'est beaucoup d'énergie arrachée du nerf brun, puis selon la quantité que vous avez, si vous en avez 10 à arracher, c'est facile à sortir de votre forêt ou c'est 10 nerfs bruns en arrière de votre maison, là. C'est facile de le sortir puis de brûler ça dans votre... mais en forêt, c'est pas faisable. Fait que nous, aux propriétaires forestiers, on leur dit mettez ça en tas, puis surveillez vos tas de nerfs bruns éventuellement. S'il y a des semences qui repoussent, ben allez les arracher. S'il y a des semis qui repoussent à travers les petits tas que vous avez faits. Moi, j'ai des propriétaires. Un propriétaire à Magog, il marche à chaque semaine dans sa plantation de pin rouge. Il arrache les nerfs bruns, il fait des tas. Puis la semaine suivante, il revient, puis c'est comme ça, il fait du suivi. Là. C'est sûr qu'il a passé à travers de sa plantation là, depuis le temps qu'il fait ça. Mais c'est ça, il laisse ça en tas, il laisse mourir ça. Ou sinon, si vous n'avez pas beaucoup, vous pouvez les accrocher à des branches, les racines en l'air. Là. Mais on ne peut pas demander à un propriétaire, même s'il l'arrache de façon mécanique, là, c'est sûr qu'on l'a vu sur la photo ici, là, ça repousse dans les andins, là, mais on ne pourrait pas demander au propriétaire, c'est quand même 6 hectares, là, de sortir ça ou de brûler ça. On ne commencera pas à brûler des andins en forêt. Oui. Puis c'est sûr que là, on a créé des nerfs bruns qui vont refaire des semences, là, parce qu'ils sont déjà en fruits, ces nerfs bruns-là, dans les andins. Mais nous, on est rendu en Estrie qu'il faut vivre avec le nerf brun. Il faut juste trouver sous quel seuil qu'on est capable de vivre, qui va faire en sorte que notre forêt va continuer. Fait qu'il faut tolérer du nerf brun dans notre cas, mais si vous êtes en début probablement d'envahissement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'occurrence connue en Chaudière, mais je pense qu'il n'est pas cherché non plus. Fait qu'on serait peut-être surpris la journée que les gens commencent à le chercher. Vous avez peut-être des nerfs bruns qui ont peut-être déjà 10-15 ans ici aussi, là. Fait que c'est pour ça que c'est important de le reconnaître et de savoir si on en a ou pas. Bien, ce nerf brun-là, c'était une plantation, fait que le nerf brun s'est installé probablement qu'il était déjà dans le champ agricole quand on a fait la plantation, peut-être il y a 50 ans. Puis il a comme proliféré avec les éclaircies commerciales parce que là, on a ouvert le peuplement. Bien là, on a quand même du pin rouge de planté. Le nerf brun, c'est sûr qu'il va revenir là, un jour ou l'autre à travers les jeunes pins rouges. Mais pour nous, c'est un traitement qui est gagnant parce qu'on a évité d'être obligé de faire un entretien de plantation dès septembre dernier. Parce que si on avait fait la préparation traditionnelle, il y aurait eu plein de rejets de souche. Puis les rejets de souche en septembre seraient déjà peut-être rendus à 4 pieds, 5 pieds. Que là, il aurait obstrué toute la croissance des pins rouges. Il aurait fallu, dès septembre passé, faire un entretien de plantation. Puis cette année, en septembre, probablement qu'il aurait fallu en faire un deuxième. Tandis que là, on ne l'a pas encore fait. Le groupement n'a pas encore fait d'entretien. Là, c'est des herbacées, c'est des graminées qui poussent beaucoup. Est-ce qu'il va aller faire un entretien l'année prochaine? Probablement que non. Il va attendre que le nerf brun opprime vraiment le pin rouge avant d'aller entretenir. Mais le nerf brun, on sait qu'il va être là, à moins qu'on se décide de passer du glyphosate. Mais ce n'est pas le souhait du propriétaire sur ce site-là. Là. Non.
Bien, c'est pour ça que je vous dis qu'en Estrie, on est rendu à l'idée qu'il faut vivre avec le nerf brun. Il faut juste trouver le seuil de nerf brun qu'on peut tolérer pour que notre forêt continue à être présente puis que nos arbres continuent à croître. Mais vous n'êtes probablement pas dans cette situation-là ici. Fait que si vous êtes en mesure de retarder cette situation-là le plus possible, parce que nous, ça fait plus que 20 ans là, qu'on vit avec le nerf brun puis qu'on se préoccupe du nerf brun. On était la seule région qui se préoccupait de ça. On n'avait pas d'aide. Il a fallu faire des recherches nous-mêmes, puis on a cogné à la porte de chercheurs pour qu'ils se préoccupent de nous. Ils ont trouvé des fonds de tiroir. Là, ça commence. Il y a d'autres régions qui en trouvent. L'agence Appalaches, qui est votre région voisine, elle fait beaucoup de recherches. On en trouve beaucoup à Lévis, du nerf brun. Bon, là, vous allez me dire, Lévis, c'est proche de Québec. Québec, on sait qu'ils ont du nerf brun. Mais quand même, vous êtes quand même bordé par 2 régions qui ont du nerf brun. Et là, il y a des nerfs bruns qui sont trouvés. Je ne me souviens plus de la municipalité qui en a trouvé à Appalaches, là, mais c'est proche de la Beauce. Là. Fait qu'un jour ou l'autre, c'est sûr que vous allez en avoir. Puis c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez déjà peut-être du nerf brun, mais comme vous ne savez pas le reconnaître, vous ne pouvez pas le dire que vous en avez. Il ne faut juste pas attendre que ça devienne des envahissements majeurs. C'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Bien, si vous en avez et il est trop gros pour arracher, moi, je vous conseille de le couper en hauteur. Mettons à votre taille, là. Puis s'il refait des rejets au niveau de la blessure, vous pouvez le recouper, faites ça pendant l'été, là, parce qu'on l'affaiblit plus, là, parce que les réserves sont plus dans les racines à l'été, là, sont dans la cime. Donc, vous le recoupez peut-être au mois d'août, un petit peu, ou vous attendez l'année d'après. Mais c'est sûr qu'il va faire des rejets à la souche. Ces rejets-là, théoriquement, ils vont être plus fragiles quand même. Parce que là, lui, il essaye de repartir plus haut. Là. Il ne donne pas toute son énergie au rejet des proches du sol. Là. Mais ces rejets-là, éventuellement, il faudrait que vous les cassiez ou encore les couper aussi. Mais c'est des tests. Il faut faire des essais pour savoir si ça fonctionne. Mais ça devrait fonctionner surtout si vous êtes sous couvert forestier. Moins de lumière, moins de croissance, moins d'énergie. Ah oui, ça fonctionne, comme je vous dis. Non. Bien, il faut que vous fassiez ça ciblé. Si vous êtes dans une érablière, faites ça, mettons, à cette période-ci de l'année. Mi-septembre, là, parce que nos arbres, nos résineux puis nos feuillus, ils ont commencé à se préparer pour l'hiver. Même le résineux, ça fait depuis le mois d'août qu'il se prépare. Puis faites ça ciblé, là. Faites ça avec, comme je vous dis, la méthode bingo tantôt, là, le badigeonnage où vous avez un petit du glyphosate dans un petit pot, vous prenez un pinceau, là, puis vous badigeonnez la souche. Ça, c'est très ciblé. Là. Théoriquement, vous n'affectez même pas la fougère qui est à 30 cm s'il n'y a pas de gouttes. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai des collègues qui font ça dans leur cour arrière. Ils ont du nerf brun, puis ils badigeonnent avec... ils ont toujours du glyphosate dans un pot qui est très bien identifié pour que personne ne prenne ça. Là. Ils ont des gants. Il faut mettre des gants, lunettes de protection, le manche long. Il ne faut pas faire ça en short non plus, pantalon long. Il ne faut pas niaiser avec le glyphosate, là, même si c'est un produit qui ne s'accumule pas nécessairement dans le sol, là, qui va les bactéries vont le dégrader. Puis surtout en forêt, on n'applique pas comme en agriculture. Là. On n'a pas cette application dans un été. Là. Fait que c'est pas si dommageable, surtout si on le fait cibler. Là. Ça va fonctionner. Là. J'ai un collègue qui a appliqué la méthode bingo là, cette année. Là. Puis il voit déjà que les feuilles sont toutes en train de sécher puis tout. Là. Non. C'est ça. Bon, ben merci de votre écoute.